Salut à tous et à toutes. Chaque jour apporte son lot de bouleversements, mais aujourd'hui, l'actualité prend une tournure particulière. Je suis Erlich Dorelas et vous êtes sur le grand journal de Swag Radio. Entre tensions politiques, enjeux humains et décisions historiques. Bienvenue dans le grand journal. Depuis la suite de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. On air avec du style. Passez le message à Alexa pour écouter Swag Radio 24h sur 24. Tout de suite, voici les infos. Mojtaba Khamenei, fils d'Ali Khamenei, a été choisi comme nouveau guide suprême de l'Iran, a annoncé dimanche l'Assemblée des experts du pays. Dans un communiqué, l'Assemblée des experts a confirmé l'élection de Mojtaba Khamenei en tant que troisième guide suprême du pays, évoquant le vote décisif des représentants respectés de l'Assemblée. Écoutons un récit signé CGTN News dans ce grand journal. 9 jours après le décès de l'ancien guide suprême de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei, tué lors de frappes aériennes menées par Israël et les États-Unis, la télévision d'État iranienne a annoncé qu'un nouveau guide suprême avait été choisi. Aux premières heures de lundi, l'Assemblée des experts, composée de 88 membres, a élu Mojtaba Khamenei, le deuxième fils du défunt guide, pour devenir le troisième guide suprême de la République islamique d'Iran. Après des délibérations approfondies et exhaustives, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 108 de la Constitution, cette assemblée nomme et présente l'ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, que Dieu le préserve, comme troisième guide du système sacré de la République islamique d'Iran. Selon la constitution iranienne, le guide suprême est le commandant en chef et détient l'autorité sur la politique étrangère du pays, sur les forces armées et diverses autres institutions clés de l'État. L'Iran reste la cible d'attaques incessantes après des décennies de confrontations directes et indirectes avec Israël. Au cours de la période intérimaire de 9 jours, pendant laquelle le pays était gouverné par un conseil de direction temporaire, l'Iran a lancé une forte riposte militaire aux frappes aériennes américaines et israéliennes. Les forces iraniennes ont pris pour cible plusieurs bases militaires américaines dans la région et ont frappé Israël avec des centaines de missiles balistiques et de drones. Alors que les tensions montent et que la stabilité régionale est en jeu, tous les regards se tournent désormais vers Téhéran pour voir si le nouveau guide suprême choisira la voie de l'escalade ou de la retenue. Comment supportent les marchés pétroliers? Les prix du pétrole explosent. Les marchés asiatiques craignent un effondrement. Le prix du pétrole brut brun a dépassé les $110 lundi, alors que les marchés boursiers asiatiques ont chuté à raison de la guerre contre l'Iran. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Les prix mondiaux du pétrole ont bondi au-dessus de $110 le baril ce lundi, l'escalade de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran ayant alimenté les craintes d'une perturbation prolongée des livraisons via le détroit d'Ormuz. Les contrats à terme sur le Brent ont atteint les $119,4, tandis que ceux sur le brut américain West Texas Intermediate ont bondi jusqu'à $118,46. Selon les données du LSEG, cette hausse de 30% des prix du pétrole est la plus forte augmentation journalière depuis 1988. Les marchés asiatiques se sont aussi effondrés alors que les prix du pétrole avoisinent les $120, enregistrant la plus forte hausse journalière en près de 40 ans. L'indice a plongé de plus de 8%, entraînant une suspension des transactions pendant 20 minutes à partir de 10h31, heure locale. Cette perturbation majeure de l'approvisionnement énergétique de la région menace de faire grimper les prix pour les consommateurs et les entreprises du monde entier. Les analystes prévoient que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite devront réduire leur production dès qu'ils auront épuisé leurs réserves de pétrole. Zoom sur le camp MAGA, Make America Great Again, la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, déclenchée après une série de frappes militaires contre des installations stratégiques iraniennes, provoque aujourd'hui une profonde fracture politique aux États-Unis. Si le président Donald Trump affirme mener une opération nécessaire pour la sécurité nationale, une partie importante de son propre mouvement politique, le camp MAGA, Make America Great Again, se montre fortement divisé. Écoutons les détails dans ce grand journal.
Annalisa Capellini, le pétrole flambe et ça va devenir un problème pour Donald Trump. Oui, c'est un sujet hautement sensible pour Donald Trump. Lui, pour l'instant, dit que ça représente un faible prix à payer pour la sécurité des États-Unis, pour la paix dans le monde, et qu'au final, les prix du pétrole vont tomber assez naturellement une fois que la menace nucléaire iranienne sera écartée. Mais la réalité, c'est qu'il a fait toute sa campagne sur le pouvoir d'achat en 2022, quand il y avait la crise en Ukraine et donc une flambée des prix à la pompe. Il avait énormément critiqué Joe Biden, qui était le président à l'époque, pour sa gestion économique qui n'était pas assez attentive au portefeuille des Américains. Là, il va se retrouver face au même problème. Et puis, il y a un peu un souci de cohérence. Vendredi dernier, juste avant les premières frappes contre l'Iran, il vantait encore les mérites de son administration et le carburant à des prix très bas. Vous voyez, à un moment, on va se retrouver face à un souci de cohérence. Problème de cohérence à tel point que l'unité du camp MAGA s'effrite. Oui, en effet, c'est compliqué parce qu'il faut savoir, est-ce qu'il faut suivre le Donald Trump d'il y a un an, celui qui insistait sur le pouvoir d'achat des Américains, sur America First, ou est-ce qu'il faut suivre le Donald Trump de maintenant, qui est beaucoup plus interventionniste, quitte à avoir un petit prix à payer selon lui. C'est un pari très risqué. Et puis, au sein de l'administration, on a plusieurs lignes différentes qui s'affrontent. Il y en a deux, notamment, qui sont incarnées par les deux hommes forts de l'administration Trump. Il y a Marco Rubio d'un côté et J.D. Vance de l'autre. Le vice-président, lui, est resté très, très discret depuis le début de la guerre. C'est très compliqué pour lui parce qu'il est partagé entre la fidélité à Donald Trump et en même temps sa ligne à lui. Lui, il a toujours été très critique vis-à-vis des présidents précédents qui avaient toujours initié des guerres. D'ailleurs, pire pour J.D. Vance, le fait que Trump n'ait initié aucune guerre était un immense point de force. Quand il a annoncé qu'il le soutenait début 2023, il avait dit que la principale raison de ce soutien était justement que Donald Trump n'avait déclenché aucune guerre. Lui, idéologiquement, il fait partie de la branche America First. Donc c'est protéger vraiment les intérêts des Américains, leur portefeuille. Et pour lui, ça passe pas du tout par des interventions militaires à l'autre bout de la planète. Donc il est un peu obligé de faire profil bas. D'ailleurs, Donald Trump ne l'a pas vraiment convié à ces opérations. Quand il a lancé les frappes, eh bien, J.D. Vance était à Washington, donc il a suivi les frappes depuis la Maison-Blanche, alors que Donald Trump, lui, était à Mar-a-Lago. Alors, on a un J.D. Vance qu'on n'entend plus trop, mais on a un Marco Rubio omniprésent, notamment à Mar-a-Lago. Lui, il y était exactement, et sa stratégie est exactement l'inverse. Pourtant, lui non plus n'était pas pleinement convaincu de l'intérêt de lancer cette guerre-là à ce moment-là. Il trouvait qu'il y avait trop de fronts ouverts. D'ailleurs, c'est lui qui a géré toute la crise au Venezuela, qui a géré les opérations avec Maduro. Ça a été un succès et ça l'a fait monter dans l'estime de Donald Trump. Mais Marco Rubio, naturellement, est beaucoup plus interventionniste que J.D. Vance. Donc, il s'est naturellement emparé de ce dossier. Lui, depuis le début des opérations, vous le voyez sur tous les plateaux, dans tous les journaux, en train de défendre cette guerre de Donald Trump. Pour lui, c'est clairement un moment favorable, évidemment. Derrière, il y a la présidentielle de 2028 qui se profile. Et malgré un Donald Trump omniprésent, il va devoir céder sa place à la fin et donc peut-être laisser ces deux dauphins s'affronter pendant la primaire du Parti républicain. Merci beaucoup, Annalisa Capellini. Nous restons toujours dans la guerre en Iran. Est-ce que les États-Unis vont envoyer des troupes au sol? Le président américain a déclaré que l'envoi de troupes au sol n'est pas exclu, mais seulement s'il y a une très bonne raison. Des responsables militaires disent aussi que les États-Unis pourraient envoyer des forces spéciales pour certaines missions, par exemple sécuriser l'uranium nucléaire iranien. Pour mieux comprendre ce qui se passe, le professeur Jamal Wakim, professeur d'histoire contemporaine et de relations internationales à l'université libanaise. Écoutons le professeur sur la RT dans ce grand journal. Professeur Wakim, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Vous m'entendez, professeur Wakim? Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, très bien, vous m'entendez. Alors, professeur Wakim, quel regard portez-vous sur le fait que durant les premières heures de cette guerre, plusieurs analystes avaient misé sur un soulèvement populaire en Iran contre le régime? Là, on est au 9e jour, la rue iranienne est, on va dire, toujours calme. Il n'y a pas eu un soulèvement. Bon, Trump et Netanyahou comptaient sur un soulèvement populaire au sein de l'Iran contre le régime et pour cette raison-là, ils n'avaient pas mis en compte qu'il y aurait une longue guerre avec Téhéran. Quand ils ont assassiné le chef suprême, monsieur Imam Khamenei, ils ont cette idée qu'il y aurait une révolution.
mais ce qu'ils ont fait, c'est irriter le sentiment national des Iraniens qui se sont mis à côté du régime contre l'agression des États-Unis et d'Israël. Et maintenant, les Américains et les Israéliens sont face à une longue guerre. Je crois que cette guerre peut durer plusieurs semaines si les Américains ne choisissent pas de l'arrêter la semaine prochaine. Et sur le terrain, professeur Wakim, peut-on dire que plus le temps passe, plus l'éventualité d'envoi de troupes américaines au sol se précise? Allô? Oui, oui. Là, vous m'entendez, monsieur Wakim? Monsieur Wakim, en direct avec nous depuis Beyrouth, vous m'entendez? Je crois qu'on a... Oui. Je vous entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez répéter la Très question? bien, très bien. Là, vous m'entendez. Je vais répéter la deuxième question. Très bien. Sur le terrain, professeur Wakim, peut-on dire que plus le temps passe? Monsieur Wakim, vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oui, je vous entends. Il y a une mauvaise connexion, désolé. Mais est-ce que vous pouvez répéter la question? Bien sûr, il y a juste des problèmes de liaison, je vais répéter la question. Sur le terrain, peut-on dire que plus le temps passe, plus l'éventualité d'envoi de troupes américaines au sol se précise? Oui, je crois que les Américains ont achevé leur objectif simplement par des bombardements aériens ou bien par missiles. S'ils choisissent d'envoyer des troupes sur le terrain, ils vont endurer des pertes, des grandes pertes, et cela va affecter la situation de Donald Trump, surtout au niveau interne aux États-Unis, alors qu'il se prépare pour les élections. Je ne crois pas que Donald Trump peut gagner cette guerre. Professeur Wakim, aujourd'hui, il y a eu une réunion de la Ligue arabe au Caire, en Égypte. Le secrétaire général de la Ligue, Ahmad Aboulghait, a dénoncé l'atteinte à la souveraineté des pays arabes durant cette guerre. Sommes-nous à un point de rupture entre l'Iran et ses alliés arabes dans la région? En fait, il faut admettre le fait que les États arabes étaient aux côtés des Américains, qu'il y a quelques puissances arabes qui ont même planifié pousser les États-Unis à mener cette attaque contre l'Iran. Et je crois que la position de la Ligue arabe ne va pas changer la situation. L'Iran va avec ses alliés. Une opération commandos menée par l'armée israélienne au Liban aurait été échouée à atteindre son objectif principal, retrouver un corps présumé présent dans une zone sous influence du Hezbollah. Selon plusieurs sources proches du dossier, les forces spéciales israéliennes ont mené une incursion discrète sur le territoire libanais, mais l'opération s'est terminée par la découverte du corps recherché, sans la découverte du corps recherché. La Syrie pourrait-elle entrer en confrontation avec le Hezbollah? Dans ce contexte déjà fragile, l'autre question agite les observateurs. L'armée syrienne pourrait-elle affronter le Hezbollah? Écoutons les détails sur CNews dans ce grand journal. Mais tout ceci a commencé vendredi lorsque l'armée israélienne a voulu récupérer le corps d'un soldat tombé en 1986, Ron Arad, et il l'avait localisé dans un endroit près de Baalbek. On peut voir sur la carte où c'était, ça s'appelle Navi Shit ou Navi Shait. Et ils ont engagé les combats à cet endroit plusieurs fois. Et normalement, c'était terminé dimanche avec un succès. Pas de succès, un échec. Le corps que les Israéliens ont ramené n'était pas celui de Ron Arad selon les tests génétiques, tristement. Bon, alors, selon l'Hezbollah, ça a repris toute la nuit du dimanche au lundi. Personne d'autre n'a cette information qu'eux, qu'ils avancent 15 hélicoptères israéliens engagés, mais on n'en est pas sûr. Ce qui est certain, c'est qu'Israël continue de frapper
tous les sites du Hezbollah, que ce soit au sud de Beyrouth ou au sud du Liban. Harold, depuis quelques jours, l'armée syrienne, ça c'est une autre information extrêmement importante qu'il faut avoir en tête. L'armée syrienne semble se préparer à entrer sur le sol du Liban afin d'y affronter le Hezbollah. On parle de 15 000 hommes qui descendent de Syrie pour aller au Liban. Qu'est-ce qu'on peut en dire ce matin ? Alors, vous savez que l'armée officielle syrienne a longtemps été juste une milice djihadiste, menée en partie, pour une partie de cette milice, par le président actuel, Ahmed al-Shareh, président de la Syrie actuelle. Et là, vous voyez les troupes de l'armée syrienne qui défilent, qui montrent leur force. Eh bien, ils ont une vieille revanche à prendre contre le Hezbollah. Ils s'étaient battus contre le Hezbollah qui était venu sauver Bachar al-Assad. Et puis ensuite, s'est retiré. Maintenant, ils voudraient aller les chercher au Liban et donc se massent sur la frontière. Et le Hezbollah a une grande peur qu'ils entrent sur le territoire et on repartirait vers une guerre civile majeure au Liban. Merci Harold. Mais ça veut dire que c'est un signe d'embrasement du conflit. Si la Syrie officielle rentre dans la guerre, eh bien chacun devra faire son nouveau calcul. Qu'est-ce qu'eux, ils vont faire par rapport à l'avancée syrienne ? Et Israël devra revoir un peu sa copie. Est-ce qu'ils peuvent vraiment appuyer cette armée syrienne ou la laisser faire et détruire le Hezbollah sans qu'Israël s'en mêle ? Ce sont des décisions énormes et stratégiques. De Rechef pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio avec Arlette Torelas depuis les studios de Swag dans la capitale et grande écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa, open. Swag Radio, on air avec du style. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News. Info sans cassure, sans bavure. Les infos à la vitesse de la lumière. P-News, votre référence en matière d'infos. Brothers Café, le place to be. La bonne cuisine haïtienne sans limite au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 294 1425. Brothers Café Créole, the place to be. Les habitants de Téhéran cherchent refuge dans d'autres villes iraniennes alors que les attaques d'Israël et des États-Unis s'intensifient. Des millions de personnes restent cependant dans la capitale, beaucoup essayant de maintenir leur routine quotidienne et d'autres préparant des provisions pour une épreuve potentiellement longue. Écoutons un récit signé CGTN News dans ce grand journal. Après le déclenchement des hostilités entre l'Iran et les forces israéliennes et américaines, de nombreux habitants se sont précipités pour quitter Téhéran, craignant que la capitale ne devienne une cible majeure. Mais d'autres ont choisi de rester, adaptant leur vie quotidienne tout en se préparant à l'inconnu. Dans toute la ville, certaines familles ont commencé à stocker des denrées alimentaires et de l'eau essentielle au cas où le conflit durerait plus longtemps que prévu. Comme beaucoup ici à Téhéran, ma propre famille a également préparé des provisions de base. Mon père, un vétéran de la guerre Iran-Irak, dit que les conflits passés lui ont appris l'importance d'être préparé. Comme nous vivons dans une région chaotique et dans un pays qui connaît depuis de nombreuses années une instabilité économique et politique, nous essayons de stocker des produits de première nécessité tels que de l'eau et du riz, qui sont les principaux aliments dont nous avons besoin, ainsi que des spaghettis, des pâtes et des conserves. Ce sont des produits qui se conservent longtemps et qui nous aideront à tenir au moins 2 semaines. Nous espérons que cette situation critique ne durera pas plus longtemps. Alors que les familles font des provisions chez elles, la vie quotidienne à Téhéran ne s'est pas complètement arrêtée. Mais elle est loin d'être normale. Le pays tout entier est sous le feu des attaques. Pourtant, pour l'instant, la plupart des magasins restent ouverts et les habitants disent pouvoir acheter ce dont ils ont besoin. Pour mieux comprendre comment les gens font face à la situation, nous nous sommes rendus dans un marché de la province d'Alborz, juste à l'extérieur de Téhéran. De nombreux habitants ont également quitté cette région, car elle est proche de la capitale, mais la vie continue ici malgré l'incertitude.
Au début, nous craignions qu'il n'y ait des pénuries. Mais heureusement, chaque fois que je viens ici, la plupart des produits sont disponibles. Il arrive parfois qu'un article soit en rupture de stock pendant une courte période, mais en général, le riz, les pâtes et d'autres produits de première nécessité sont toujours en rayon. Les commerçants affirment que les premiers jours qui ont suivi le début des hostilités ont été chaotiques, car de nombreux habitants se sont précipités pour acheter des provisions. Au cours des premiers jours qui ont suivi le début de la guerre, beaucoup de gens se sont précipités ici et nous avons connu certaines pénuries. Mais au bout de 3 jours environ, les approvisionnements sont revenus. Nous recevons désormais 4 tonnes de produits tous les 3 jours et comme vous pouvez le constater, les rayons et les entrepôts sont bien approvisionnés. Les employés affirment que la panique initiale liée aux achats s'est apaisée à mesure que les chaînes d'approvisionnement se sont stabilisées. À cause de la guerre, les gens ont commencé à acheter des produits alimentaires dans la panique, en particulier des denrées non périssables. Mais peu à peu, les choses reviennent à la normale, et les gens achètent principalement ce dont ils ont réellement besoin. Pour de nombreux habitants, la situation reste incertaine. Alors que certains continuent de se préparer au pire, d'autres essaient simplement de maintenir leurs habitudes, en espérant que le conflit ne durera pas longtemps. Nous resterons toujours en Iran. Solidarité nationale en Iran. La population mobilisée pour aider les victimes des bombardements. Alors que les tensions militaires se poursuivent dans la région, un élan de solidarité remarquable s'est manifesté à travers l'Iran. Dans plusieurs villes du pays, des milliers de citoyens se mobilisent pour venir en aide aux victimes des frappes qui ont récemment touché certaines zones, causant des blessés et d'importants dégâts matériels. Écoutons un reportage dans ce grand journal. Derrière moi se trouve le centre de transfusion sanguine, l'un des plus importants à Téhéran. Nous sommes venus voir ce qui se passe à l'intérieur. À l'occasion du mois sacré du Ramadan et à cause de la guerre en cours, les gens ont récemment commencé à venir volontairement donner leur sang. Entrons pour voir cela de plus près. Ces dernières nuits, nous avons senti qu'une partie de notre société avait besoin de notre sang. C'est ma petite contribution. Si Dieu le veut, cela aidera, même si j'espère que cela ne sera jamais nécessaire. J'espère que la guerre prendra fin, mais j'ai voulu faire quelque chose, apporter ma contribution. Je suis venu ici pour donner mon sang. Je suis du groupe O+. Je donne généralement mon sang tous les 6 mois, mais à cause de la situation actuelle, j'ai jugé nécessaire de le faire plus tôt que d'habitude. Par rapport aux derniers jours et nuits, le nombre de donneurs de sang a considérablement augmenté, compte tenu de la guerre actuelle. Le noble peuple iranien, comme d'habitude, n'a pas abandonné les siens. Les gens viennent dans les centres de transfusion sanguine pour aider les patients et augmenter les réserves de sang dans les hôpitaux. Selon des chiffres non officiels, et comme l'a déclaré la directrice du centre de transfusion sanguine, ce centre, l'un des nombreux à Téhéran, reçoit entre 500 et 600 visiteurs par jour, du matin jusqu'à environ 18 heures. Selon l'organisation de transfusion sanguine iranienne, les réserves de sang sont actuellement suffisantes et il n'y a pas de pénurie immédiate. Cependant, ces derniers jours, les gens ont continué à se présenter volontairement pour faire un don. En Iran, des explosions ont été entendues le dimanche 8 mars dans plusieurs quartiers de Téhéran, au 9e jour de la guerre avec les États-Unis et Israël. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Les bombardements israélo-américains de cette nuit ont plongé la capitale Téhéran et ses 10 millions d'habitants dans l'obscurité. C'est cette épaisse fumée noire toxique qui a provoqué ces scènes d'apocalypse. Elle se dégage de 4 dépôts pétroliers attaqués dans la nuit. Un site logistique a également été ciblé. C'est la première fois depuis le début du conflit que des infrastructures pétrolières sont bombardées en Iran. Les autorités font état de plusieurs morts. Le gouvernement appelle les habitants à rester chez eux pour protéger leur santé et promet de riposter. L'Iran ne s'inclinera pas facilement devant les intimidations, l'oppression et l'agression. Nous ne nous sommes jamais inclinés. Et il est impossible que notre nation héroïque recule face aux menaces qu'il profère. L'armée israélienne affirme avoir mené 400 attaques ces dernières 24 heures sur le territoire iranien et plus de 3400 frappes depuis le début de la guerre samedi dernier. Des bombardements visant l'appareil militaire, politique et les infrastructures du pays.
Et aucune accalmie ne se profile. Téhéran affirme disposer d'un arsenal suffisant pour une guerre de longue durée. Les forces armées de la puissante République islamique sont pleinement préparées, avec cette même intensité, pour une guerre totale de 6 mois. Les missiles que nous avons utilisés jusqu'ici sont tous de première et deuxième génération. Ceux qui ont été produits à partir de 2012 et qui ont été fabriqués au cours des 10 dernières années n'ont pas encore été utilisés. D'après un dernier bilan du ministère de la Santé, les frappes sur l'Iran ont fait plus de 1200 morts, 10 000 civils ont été blessés. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit au niveau du marché de Delma 75 dans la commune de Delma, provoquant d'importants dégâts matériels et plongeant des dizaines de marchands dans le désarroi. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, les flammes se sont propagées très rapidement à travers les vétales, les petites structures en bois et en tôle qui composent le marché. En quelques minutes, le feu a consumé une grande quantité de marchandises, notamment des vêtements, des produits alimentaires, des chaussures, divers articles destinés à la vente. Écoutons les détails dans ce grand journal. Celle sont sauvées? Celle ça me sauve. Ça là-dedans, ça a eu bijoux là-dedans? Ça bijoux qu'on a, mais celle ça me sauve. Après ça m'a sauvé rien. Il n'y a pas $300 000 bijoux. Mais celle lui même sauve. Celle lui même sauve. Celle sac là mon a. Oui, celle lui même. Et pas quelques bijoux mettre là-dedans? Ah mais nous il va y personne. Rien personne. Toi petite ça va passer comme moi. Fais attention. Attention, montez par force. N'importe quelle. Allez, allez, contrôler attention. Tu peux me dégager mal dormi, mal. Vous va parler? Vous va parler? On n'a pas dit encore. Ça va et puis c'est ceux qui tout le monde jardin, c'est tout le monde net, c'est lui même baguette, mbakon. Moi m'baka parler. Le matin même l'église m'a allé tellement tête m'a fait mal. Laissons Haïti, nous irons au Guinée. Le président Doumbouya dissout 40 partis politiques d'opposition. Les 3 principaux groupes d'opposition sont concernés par le décret présidentiel. Le ministre guinéen de l'administration territoriale de décentralisation a ordonné vendredi soir la dissolution des partis pour manquement à leurs obligations. Écoutons un récit signé Africa News dans ce grand journal. En Guinée, le président Mamadi Doumbouya a dissous 40 partis politiques. Les 3 principales formations d'opposition sont concernées. Il s'agit de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, de RPG de l'ancien président Alpha Condé, tous deux en exil, ainsi que l'UFR. Ce décret en rajoute à la vague de répression des libertés civiles menée par les autorités de ce pays, selon les observateurs. Doumbouya, arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État en 2021, a été élu président fin décembre, lors d'un scrutin auquel tous les principaux leaders de l'opposition étaient exclus.
Les médias et associations rapportent que plusieurs opposants politiques ont été arrêtés, jugés ou contraints à l'exil, tandis que les disparitions forcées et les enlèvements se sont multipliés. Le ministre guinéen de l'administration territoriale et de la décentralisation a ordonné ce week-end la dissolution des partis politiques en question pour manquement à leurs obligations. Le décret présidentiel les prive également du contrôle de leurs actifs. C'est la fin de ce grand journal pour ce lundi 9 mars 2026. Mais avant de partir, couleur du temps, température maximale 44 degrés Fahrenheit, température minimale 32 degrés Fahrenheit, ciel partiellement nuageux dans la région de Boston, temps frais mais relativement doux pour un début mars. Quelques éclaircies possibles dans la journée. Les conditions restent typiques de la fin de l'hiver dans le nord-ouest des États-Unis. Vent léger à modéré du nord-ouest. Précipitations faible probabilité de pluie ou de neige. Le temps devrait rester majoritairement sec dans la journée. Dans la soirée, ressenti température entre 28 degrés Fahrenheit et 40 degrés Fahrenheit sous le vent. Le soleil, le lever du soleil environ à 6h08 du matin, coucher du soleil à 5h45 de l'après-midi. C'est la fin de ce grand journal. Merci d'avoir suivi pour présenter le grand journal Erlich Dorelas depuis le studio de Swag dans la capitale, les grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa Open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h sur 24. P-News, info sans cassure et sans bavure. P-News sur Facebook et sur WhatsApp, les infos à la vitesse de la lumière. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne est sans limite, la cuisine haïtienne, de la bonne cuisine à Brothers Café Créole. Au 299 Main Street Everett, chiffre le 617 294 14 25. Joyeux lundi, joyeuse semaine, au revoir, à demain.